Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal de Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, décès de l'ancien ministre des Finances Henri Bazin. Pour l'ancien Premier ministre Gérard Latortue, Haïti perd l'un de ses fils les plus qualifiés et les plus intègres. Le président de la République le présente en modèle à la jeunesse du pays. Dans l'actualité également, la fusion des sociaux-démocrates haïtiens demande à ses 3 membres appartenant au gouvernement Paul de démissionner en signe de protestation contre les dérives du président Martelly, notamment les injures proférées contre une citoyenne à Miragouane le 29 juillet dernier. Les candidats à la présidence de plus en plus nombreux à rejeter les résultats du sondage d'Ubride sur les intentions de vote concernant la présidentielle. Jean-Henri Séan dénonce une manipulation de l'opinion publique. Dans l'actualité aussi, le ministre de la Justice appelle les commissaires du gouvernement et les juges de paix du pays appelés à travailler en toute impartialité. Le 9 août prochain, les tribunaux ouvriront leurs portes de 6h à 18h dimanche. Élection, sécurité, la frontière haïtiano-dominicaine sera fermée samedi 8 août à compter de 18h jusqu'à dimanche. Les activités y reprendront lundi 10 août, 6h du matin. Et puis enfin à l'étranger, 25 morts et 200 disparus. Bilan du naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Libye. 400 personnes ont été secourues. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Une note triste pour démarrer ce journal, le décès hier mardi de l'économiste Henri Bazin qui souffrait d'un cancer. Henri Bazin qui restera gravé dans la mémoire collective, notamment pour l'honnêteté dont il a montré alors qu'il occupait le poste de ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement de transition de Gérard Latortue entre mars 2004 et juin 2006. L'ancien Premier ministre Latortue, dans une note publiée ce matin, salue la mémoire d'un homme admirable par son sens de l'humain. Il était affable, compréhensif, patient, toujours prêt au dialogue. Haïti perd avec ce décès de Henri, un de ses fils les plus qualifiés, les plus intègres, estime Gérard Latortue. Il laisse le souvenir d'un ami loyal et sincère, d'un patriote qui aimait profondément son pays. Il portait haut les valeurs traditionnelles de dignité et de rectitude qui caractérisaient les grandes personnalités qui ont marqué notre histoire, conclut la note. Nous l'avions annoncé en titre également. De son côté, le président de la République, Michel Martelly, dit avoir appris avec beaucoup de consternation la triste nouvelle du décès de l'ancien ministre de l'économie et des finances de 2004 à 2006, Henri Bazin, réputé pour sa grande simplicité et son sens aigu de l'honnêteté. Dans une note publiée ce mercredi par le bureau de communication de la présidence, le chef de l'État dit présenter au nom du gouvernement et du peuple haïtien ses sincères condoléances à la famille, aux proches et amis de M. Bazin qui a servi son pays dans le contexte fragile de la transition politique de 2004. Par ce décès, la République perd l'un de ses dignes fils, souligne Michel Martelly,
qui salue la mémoire et le parcours de Henri Bazin. Elle présente un modèle à la jeunesse du pays, conclut la note. Également annoncé en titre, la fusion des sociaux-démocrates a décidé de se retirer de l'actuel gouvernement dit de consensus dirigé par Evans Paul. Le parti a en effet demandé la démission de ses deux ministres à la condition féminine et des affaires sociales et de son secrétaire d'État à l'alphabétisation au sein de l'équipe gouvernementale. Une décision qui exprime l'indignation de la fusion suite aux propos choquants du chef de l'État à l'encontre d'une citoyenne le 29 juillet dernier à Miragouane, en plein meeting en faveur du candidat à la députation du parti présidentiel, le PHTK, dans cette commune. La présidente de la fusion des sociaux-démocrates, Edmonde Supplice-Bozil, qui est également candidate à la présidence sous la bannière de cette structure politique, expliquait cette position au micro de Ephésien Mathieu. Le directoire national de la fusion, réuni en session extraordinaire, a décidé à l'unanimité de mettre un terme à sa participation au gouvernement, fonctionnant sous la présidence de M. Martelly, et a demandé à ses ministres et secrétaires d'État de présenter immédiatement leur démission. Pour la vérité et pour l'histoire, la fusion tient à rappeler la grave crise électorale et politique qui sévissait dans le pays à la fin de l'année dernière et les efforts qui ont été déployés avec d'autres pour trouver un accord politique pour la mise en place d'un conseil électoral de consensus en vue de la réalisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. L'entrée de la fusion au gouvernement était une suite logique à la signature de cet accord politique. L'objectif principal poursuivi est atteint. Le processus électoral est en cours avec la participation de tous les acteurs de la vie politique haïtienne, y compris les plus irréductibles. La première phase des élections aura lieu dans quelques jours et ce sera l'occasion pour le peuple haïtien de sanctionner dans les urnes ce président indigne et tous ceux qui, dans son parti ou dans d'autres, bénéficient de son soutien et grâce auquel il espère garder le pouvoir. Les réactions pleuvent suite à la publication hier mardi des résultats d'un sondage réalisé par le Bureau de recherche en informatique et en développement économique et social BRID sur les intentions de vote de la population pour les candidats aux prochaines législatives et présidentielles. Ce sondage, dont le contexte n'est pas rendu public, a été réalisé entre le 27 et 31 juillet dernier et tient compte des candidats ayant obtenu au moins 1% des intentions de vote. 15 candidats à la présidence des 53 retenus dans la course figurent ainsi sur la liste. Les résultats du sondage classent le candidat du parti Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, la paix, Jude Célestin, premier avec 15,1% des intentions de vote. En seconde position, nous retrouvons Moïse Jean-Charles de la plateforme Petite Dessalines avec 9,6% des intentions de vote. Succède le candidat de Rémy Haïti, Jean-Henri Séan. Le candidat du parti au pouvoir, PHTK, Jovenel Moïse, figure au 4e rang. Edmonde Supplice-Bozil de la fusion des sociaux-démocrates haïtiens occupe la 15e place avec 1% des intentions de vote. Et toujours dans ce dossier, réagissant sur ce sondage du BRID, les responsables de la fusion des sociaux-démocrates haïtiens ont déclaré qu'il s'agit d'un laboratoire mis en place par des groupes d'intérêt économique visant à maintenir le statu quo dans le pays, tout en appelant la population à prioriser les partis politiques en lieu et place des candidats indépendants. La présidente à la magistrature suprême de la fusion, Edmonde Supplice-Bozil, dit faire peu cas de ce sondage. Ses réactions au micro de Ephésien Mathieu. Il y a 56 candidats, ils ont choisi de mettre non, mais ils ne pas mettre puisque son laboratoire. Son laboratoire qui décide dans le pays, ça, qui a décidé depuis 200 ans. Et n'a pas dit, peuple haïtien, moi-même, je dis ça avec un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte pour me dire, mais en 2015, moi, j'ai un pays, côté que le peuple haïtien vit dans la crasse et dans la misère, et il y a un groupe de monde qui n'a pas aucun intérêt pour le voir avec nous-mêmes, qui décide que la classe moyenne, c'est pour le descendre en bas. Qui ne fait aucun travail pour que la classe pauvre là arrive, pour la classe moyenne, ta fait mon classe pauvre là monter. Au contraire, il a pour nous râler, pour nous aller en bas. Et moun sa yo, yo un seul intérêt. C'est intérêt pa yo, c'est ça qui a mené la jodi. C'est intérêt groupe économique yo.
Yo prend politique là, yo mettez en otage. C'est toujours intérêt de clan, c'est toujours intérêt de famille et c'est pas en pile. Et c'est intérêt par eux que yo pas veut menacer pour que le statu quo et ceci de tout temps. Depuis 200 ans c'est ça y a fait. N'a pas demandé peuple haïtien chiffre il a préparé pour nous dans le laboratoire pour influencer l'opinion publique là. Nous demandons pour nous dire que mettez tête nous en place. Pas prendre, mettez carapace sous nous pour bagaille ça pas ébranler. Autre réaction sur les résultats du sondage du Bureau de recherche en informatique et en développement économique et social BRID sur les intentions de vote de la population concernant les candidats aux prochaines élections, celle du candidat à la présidence de la plateforme Bouclier. Steve Carly a exprimé ses réserves par rapport aux résultats de ces sondages, affirmant ne pas avoir toutes les informations concernant l'initiative du BRID. Et pourtant, le prétendant à la magistrature suprême d'Haïti, sous le parapluie de la plateforme Bouclier, estime pour sa part avoir entre 55 et 60% de chances de remporter la prochaine présidentielle. On l'écoute au micro de Ludmi Amak et Yvon Seïd. Il faut que la méthode qui a été appliquée, qui a été fait sondage spécifiquement, pour me véracité, est-ce que statistique que tu as employé, c'était j'en fait calcul, est-ce que c'est ça lié? Par contre, je dis à la résultat qui position mis dans le sondage. Est-ce que moi 20e, parce que n'a parlé de quand même un lot de candidats qui te me dit nous politiquement 3 mois de ça, pas d'exister. Si je dis à la une position, pam, dans le sondage, l'État permet de mieux apprécier ce qu'a fait là. Mais entre-temps, qui ça me fait moi-même, je cherche visibilité. C'est ainsi que m'accompagner tout candidat mieux, je dis à la, le plus que je suis capable, dans tout département, côté que je présente ma public là pas prendre qu'on aime pour s'amier, qui sont entrepreneurs, je dis à qui mais que le peuple haïtien a vivre dans des conditions meilleures, côté que nous avons une santé améliorée, accès au crédit amélioré, une meilleure éducation, etc. Par exemple, moi, que vous faites du 27 au 31, moi, attendez que vous faites du 27 au 31. Est-ce que l'il réellement fait du 27 au 31? Parce que je dis à me commencer à vivre un personnage public 2 mois de ça. Son processus qui prend temps, je dis à la pour Steve Kaouli, vivre un personnage public. Il n'est pas le fait du jour au lendemain. Vous avez réserve sur le sondage? Je dis oui, je réserve sur le sondage. Je pense que j'ai toute chance, même genre avec tout l'autre candidat, parce que le m'a questionné mon terrain, je dis à pas un candidat à la présidence qui faut vraiment. Par contre, moi, je connais que mon structure politique qui fort, je dis à mon 55 et 60%. Autre information, présentation ce mercredi par la plateforme Bouclier d'un paquet législatif de 61 projets de loi, dont un portant sur le transfert des compétences aux collectivités territoriales qui est un atout pour le pays qu'elle entend soumettre à la prochaine législature, soit la 50e. Le directeur stratégique de cette plateforme explique que ces propositions de loi cadrent avec les stratégies de modernisation d'Haïti. Écoutons les explications de Guichard Doré. Il était au micro de Ludmi Amak et Yvon Seïd. Il y a un projet de loi nous connaissons que le pays a, nous parlons fêter 200 ans de l'institution présidentielle. Il n'y a pas aucun texte de loi qui régit. C'est anormal. Dans Bouclier, nous estimons que c'est très important. Il faut que nous ayons un projet de loi sur les services de la présidence de la République, également sur la primature. Ça, nous parlons d'un projet de loi sur la décentralisation. Depuis 1987, nous avons fait une vote de constitution. Et la population haïtienne, dans demande 86 il a demandé pour nous décentraliser le pays, pour nous faire déconcentration tout. Pour le service d'État seulement et par la République Port-au-Prince, il faut que dans le pays, il y a un objectif bouclier, c'est le mouvement 10 départements. Ou après dans la plateforme bouclier, chaque représentant est sorti dans une grande organisation qui a fait mobilisation dans le domaine social, dans le domaine économique à travers le territoire. Bouclier son vision globale de pays, les 10 départements. Donc, décentralisation, c'est un bagage qui est très important pour nous. Nous avons un projet de loi également sur les transferts des compétences aux collectivités territoriales. Nous avons un projet de loi également sur les finances publiques des collectivités territoriales. Nous connaissons tout. Nous n'avons pas de décentralisation après qu'on mot en l'air si les collectivités n'ont pas de moyens. Donc, sur la décentralisation, sur la réforme des institutions, nous avons un projet de loi sur la sécurité publique. Bouclier son vision globale de la société. Nous avons des projets de loi sur
L'aménagement du territoire, par exemple. Donc, on est à Haïti, comment tout le monde construit dans le pays, il y a des façons, on a dit, désordonnées. Donc, bouclier, il y a des projets de loi sous le domaine ça. Donc, c'est un système que nous proposons à la société pour moderniser Haïti. C'est un pari vers l'avenir, un pari vers la modernisation d'Haïti, une modernisation économique, sociale et institutionnelle. D'un autre côté, les responsables de la plateforme Bouclier disent déplorer que plusieurs de leurs candidats aux législatives partielles du 9 août prochain aient été l'objet de violences durant leur campagne électorale. Le vice-président de la plateforme, Arius Jean-Charles, pointe du doigt certains partis politiques qu'il estime être en position de faiblesse par rapport à la plateforme. Toutefois, M. Jean-Charles se dit prêt à affronter le scrutin du 9 août. Arius Jean-Charles. Nous comprenons que le processus va avancer. Dimanche, c'est dans 4 jours. Même Bouclier, nous-mêmes, nous prêts. Nous disons prêts pour affronter l'élection. Nous prêts pour avancer dans le processus en dimanche. Et nous prêts tout pour aborder le 25 octobre là. Ce n'est pas pour cette raison qui fait, je dis, en pile côté dans le pays, il a attaqué, il a tiré sur nous, il a attaqué les partisans de la caillou, il a attaqué les machines dans la campagne, il a attaqué les partisans, il a blessé les partisans, et le candidat pour Grissi, il a attaqué lui, le candidat pour la 3e circonscription, Antoine, il a attaqué monsieur, zone Fontamara 27, il a tiré sur monsieur, heureusement pour lui, monsieur n'a pas de machine de tirer sur lui, il n'a pas de machine de penser le TIA. Je veux dire, Bouclier, pas une plateforme politique qui vient là en plus. Bouclier sont plateforme politique réelle qui vient accompagner le peuple là, accompagner Massio et permettre aussi secteur privé des affaires là, classe intellectuelle là, pour permettre à ce que le groupe ça mette ensemble avec la majorité de la population qui vit dans la pauvreté, dans la misère. Moun sa yo, yo gon l'autre condition de vie et conditions d'existence moun sa yo, li améliorer certainement. Parlons élection toujours. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Pierre-Richard Casimir, a donné la garantie que la journée électorale sera bien sécurisée par la police nationale d'Haïti. M. Casimir a par ailleurs souligné que la présence policière sera renforcée dans les zones réputées rouges durant la journée électorale du 9 août. Le déploiement stratégique des agents de la PNH sur tout le territoire national pour le scrutin du 9 août 2015 débutera dès ce jeudi. Le ministre Pierre-Richard Casimir était au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Moi, nous garantis, nous-mêmes magistrats qui, certaines fois qu'on a plein de manque de personnel et d'effectifs de policiers dans les juridictions respectives, non? Effectifs policiers a augmenté. C'est ainsi que dans des endroits où, malheureusement, à cause de défaillance en termes d'effectifs de la police nationale, on arrive des côtés où il y a 4 ou 5 policiers. Mais nous garantis côté où il y a 5 policiers, il peut arriver jusqu'à 30, dépendamment de l'importance de la zone, puisque j'en entends des différentes interventions publiques qui fait yo. Il y a des zones qui sont considérées comme zone rouge, zone verte, zone jaune, dépendamment de degré de risque évalué. Zone qui est beaucoup plus à risque, à savoir zone qui a une tradition ou bien pour des raisons X de plus de violence, a une présence policière beaucoup plus forte. Et même la police pas très très présent, tenant compte de ce qu'il faut couvrir tout le territoire, la police a une capacité de mobilisation rapide pour que nous renforcions la présence si nécessaire. Il faut dire que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Pierre-Richard Casimir, s'exprimait ce mercredi au cours d'une rencontre avec les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance des différentes juridictions du pays, en vue de leur rappeler quelques consignes pour la journée électorale du 9 août prochain. Le garde des Sceaux de la République rappelle aux commissaires du gouvernement qu'ils doivent garder leur neutralité et leur impartialité pendant la journée électorale. Il invite les juges de paix à faire de même et annonce que les tribunaux seront ouverts de 6 h du matin à 6 h du soir le jour du scrutin. Toutefois, les commissaires du gouvernement doivent rester disponibles au-delà de cet horaire, précise Pierre-Richard Casimir au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Dans le cadre d'accomplissement de tâches, commissaire gouvernement avec juge, nous-mêmes, commissaire gouvernement, nous devons faire preuve d'une stricte neutralité
et mettez-nous à disposition de tout justiciable, quelle que soit couleur politique pour nous gagner. Nous connaissons le symbole de la justice, c'est une femme aux yeux bandés. Nous ne pouvons pas pour nous garder qui est-ce qui requiert service nous. Et en tant que supérieur hiérarchique en termes de poursuite de juge de paix, nous avons pour nous prendre disposition pour nous veiller à ce que juge de paix confiné attache ça, à savoir la stricte neutralité et également veiller à ce que vous rendiez disponible pour quel que soit le monde qui t'a requérir service. Et nous demandons pour que, à l'occasion ça, le tribunal et le parquet ouvert de 6 h du matin à 6 h du soir. C'est ça nous relais permanence là. Pour que toujours gagne un personnel qui est disponible dans le parquet et dans le tribunal de paix. Présente à cette rencontre, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Klamé Oknam Dameus, déclare que le parquet de son ressort mettra en pratique les consignes du ministre de la Justice pour la journée électorale. Le parquet de Port-au-Prince avait déjà un plan pour la journée électorale du 9 août prochain, selon maître Klamé Oknam Dameus. Ce plan est basé sur plusieurs cellules, dont une portant sur le renseignement et également sur la prévention, lequel plan devra permettre au parquet de Port-au-Prince de jouer efficacement son rôle le jour du scrutin. Maître Klamé Oknam Dameus. Le parquet de Port-au-Prince lui-même, dans le plan d'action, que nous avons plan d'action pour la journée électorale, le 9 août 2015, le parquet a prévoir tous les commissaires gouvernementaux disponibles pour jouer ça. Et tout le personnel paquet a déjà motivé avec ça. Et nous-mêmes, en termes de méthodologie dans le paquet Port-au-Prince là, nous essayons de former des cellules qui là pour répondre à tous les besoins journée ça. Et cellules ça par exemple, moi j'ai une cellule de renseignement, moi j'ai une cellule de traitement des données et d'informations, j'ai une cellule d'intervention, une cellule de prévention et une cellule de coordination. Dans la cellule de coordination, le commissaire en chef là, qui est représenté par moi-même, a coordonné ça et la présent dans le paquet, les mêmes pour capable de répondre à toute urgence qui gagne pendant la journée électorale. Que ce soit, nous gagnons 19 commissariats dans la juridiction qui travaillent avec eux, et les 19 commissariats, moi j'ai 18 commissariats opérationnels plus unités spécialisées que nous considérons comme 19. Nous rencontrons déjà, nous déjà identifié les zones rouges dans la juridiction en même temps tout. Pendant les zones rouges, moi j'ai tout ministère de là, zone jaune, zone bleue, zone verte. C'est en fonction de l'identification de zone ça et c'est en fonction de ça que nous planifions cadre opérationnel que nous gagnons pour Pakeya dimanche 9 août là pour journée électorale. Parlons élection. Toujours à 3 jours de la tenue du premier tour des législatives, les représentants de plusieurs institutions internationales partenaires d'Haïti impliqués dans le processus électoral haïtien ont effectué ce mercredi une visite guidée au centre de tabulation des votes logé à la Société nationale des parcs industriels SONAPI au niveau du boulevard Toussaint-Louverture. Dans la délégation était remarquée la chef de la MINUSTA, Sandra Honoré, l'ambassadeur du Canada en Haïti, Paula Cadouel-Saintonge, et l'ambassadeur de la France à Port-au-Prince, Elisabeth Beton-Delègue. Le centre de tabulation des votes avait cessé de fonctionner depuis les dernières élections il y a 5 ans. C'est au centre de tabulation des votes CTV que sera vérifiée l'authenticité des procès-verbaux acheminés par les bureaux de vote, a expliqué le directeur du CTV, Widmark Matador. Dans le cadre du processus de tabulation, les procès-verbaux seront numérisés avant la saisie des données. 2 opérateurs distincts procéderont à la saisie des données avant une vérification avec le procès verbal soumis, a décrit M. Matador, qui assure que le mécanisme permettra d'éviter des erreurs dans la saisie des données.
Direction Jacmel pour parler toujours élection. À l'approche des prochaines législatives du 9 août 2015, le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jacmel, dans le département du Sud-Est, le révérend père Dieuville Bertrand, appelle la population du Sud-Est à voter pour des candidats imprégnés de vision de développement en faveur de leur commune. Le prélat a tenu ces déclarations à l'occasion de la fête patronale de Marigot. Détail avec notre correspondant permanent dans le Sud-Est, René Voltaire. Élection législative, c'est pour dimanche 9 août 2015. Jean Conseil électoral a annoncé ça. Curé paroisse Sacré-Cœur Jacmel la père Dieuville Bertrand mande population pour yo pas al vendre vote pour yo voyer moun al sous ses mamel bœuf dans parlement. Alors que y a nagé dans yon misère noire. Population doit choisir moun yo estimé ka gen pour travailler ak yo dans développement communauté yo. Curé a fait déclaration ça yo dans homélie circonstance patronale Saint-Dominique mardi 4 août 2015 dans commune Marigot. Par rapport à l'autre année précédente yo, patronal la pas fêté en grand tambour puisque conseil municipal qui l'a déjà démissionné et ses affaires courantes y a liquidé. C'est ça qui la cause ministère intérieur à collectivité territoriale pas débloqué rien pour yo. Pas de gain propreté au niveau villa. Dans l'église Saint-Dominique là où te ka wè défilé candidat sorti dans Azek rivé dans président de la République et pèlerin yo te fait déplacement yo habituellement. René Voltaire Marigot signale. Autre nouvelle, une participation massive des femmes et des personnes à mobilité réduite dans les prochaines élections n'est pas garantie malgré les nombreux efforts consentis à cet effet. C'est la conclusion du dernier rapport d'enquête réalisé par Panos Caraïbes d'octobre 2014 à juin 2015 dans plusieurs départements du pays, dont le sud, le nord, l'ouest et l'Enid. Suivant les grandes lignes de ce rapport, les stéréotypes et les exclusions sont parmi les principales causes de la réticence de ces deux catégories de la société pour les affaires politiques. Le rapport cite également la violence, la discrimination, l'analphabétisme comme des facteurs à l'origine d'un éventuel faible taux de participation de femmes et de personnes handicapées aux élections de 2015 en Haïti. Ronald Saint-Ville est consultant à Panos. Ses explications au micro de l'Unique Revanche et Maxo Joseph. Malgré l'effort que l'on a fait, mais jusqu'à présent, question 4 là pour résoudre. Et vraiment, c'est un gros problème. Deuxième problème qu'il y a, c'est que c'est question désintéressement à cause de politique là. Parce que témoignage que nous jouons, c'est que Mounio, et depuis une femme candidat, par exemple, ils exposé, ils dénigré, ils écrit dans tout le monde, ils disent des bagages drôles sur lui. Et comme ça, donc, pour éviter le problème, il préfère travailler dans l'ONG, travailler dans notre bagage parce qu'il ne va pas avoir un problème. L'autre question que nous avons encore, c'est la question de discrimination. Jusqu'à présent, en Haïti, nous ne pouvons jamais réaliser que les femmes, les handicapés, c'est le monde de tout le monde et qu'ils ont le droit de participer mieux avec tout le monde. Le rapport d'enquête rapporte que les femmes exigent que les conditions nécessaires à leur participation aux prochaines élections soient garanties. Elles réclament également leur inclusion dans les activités politiques. Idem pour les handicapés qui, en plus, exigent qu'on leur garantisse des conditions nécessaires à leur état physique. Question de leur faciliter de remplir leurs devoirs de citoyens. Écoutons en ce sens Ronald Saint-Ville, toujours au micro de Pierre Lunique Revanche et Maxo Joseph. On est pour que les femmes même demandé pour inclure. C'est inclusion demandé. Vous comprenez? Inclusion. On fait pour mon faire au faveur, pas dans bagage comme ça. C'est inclusion, c'est créer conditions normales pour participer. Mais pour question de mon handicapé, donc c'est même bagarre là, mais vous connaissez pas la même situation tout, parce que yo même yo plus demandé que pour demander par exemple pour un accompagnateur et surtout mon avec yo pour aller dans mon bureau pour mettre interprète pour mon qui sous jouer élection pour capable permettre que yo arriver et participer. Yo demandé tout pour dans le bulletin de vote pour mettre écriture en relief, pour mettre chiffre en braille, donc pour capable faire ça. Mais il y a une chose surtout merci aller. Pas bien que ce n'est pas seulement pour les handicapés. Donc nous gagnons et système électoral son bagage qui fait écrit. Il fait écrit alors que
majorité mon pays pas connait li. Oui? Majorité mon pays pas connait li qui vient faire une inadéquation entre question monde qui système qui fait pour monde qui connaît écrit alors que grand pile monde qui pas connaît. C'est des choses au fur et à mesure donc qui capable améliorer pour permettre que tout le monde est capable de participer. Un coup d'œil à l'étranger à présent, une embarcation de migrants a chaviré ce mercredi au large de la Libye. Plus de 200 personnes disparues. En fin de journée, 400 personnes ont été secourues et 25 corps ont été retrouvés. Les autorités libyennes font état de plus de 600 clandestins à bord de ce bateau conçu pour une cinquantaine de personnes. Il faut dire que ce naufrage pourrait être classé dans la catégorie la plus meurtrière depuis celui qui a coûté la vie à 800 personnes en avril 2015. Reportage Euronews. Un bateau de pêche rempli de migrants a chaviré au large de la Libye, faisant plus de 200 disparus. Dans une embarcation pouvant contenir une cinquantaine de personnes, s'entassaient plus de 600 clandestins. Près de 400 sont sains et saufs et 25 corps ont été retrouvés. Un bébé et une personne blessée à la jambe ont été élitreillés vers l'île de Lampedusa. Ce pourrait être le pire naufrage depuis celui qui a coûté la vie à 800 personnes en avril. Apparemment, ce bateau a envoyé un signal et fait des appels, affirme la porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés. Ils étaient à seulement 25 km de la Libye, donc très probablement au début de leur traversée. Et quand ils ont localisé une équipe de secours, ils ont paniqué, se sont précipités d'un côté du bateau et il s'est renversé de façon tragique. Une centaine de personnes auraient pu se trouver dans la coque quand l'embarcation s'est retournée. Les opérations de recherche d'éventuels survivants se poursuivent. 7 navires y participent, soutenus par des hélicoptères et un drone. L'embarcation aurait rapidement coulé parce qu'elle était en métal. C'est un bateau irlandais qui est arrivé en premier sur les lieux. Plus de 2000 migrants sont morts en mer Méditerranée depuis le début de l'année. Avec une quasi-certitude, le ministre malaisien a déclaré que le débris de l'avion retrouvé il y a 8 jours à La Réunion appartenait bien au vol MH370 de la Malaysia Airlines, alors que le parquet de Paris n'a pas totalement confirmé l'information donnée un peu plus tôt dans la soirée par le Premier ministre. Les enquêtes devraient continuer et la reprise, c'est pour demain, jeudi 6 août. Reportage Euronews. Le fragment d'aile retrouvé sur l'île de la Réunion appartient bien au MH370 de la Malaysia Airlines, disparu en mars 2014. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi soir le Premier ministre malaisien Najib Razak à Kuala Lumpur, après les premières analyses du fragment effectuées près de Toulouse en France. C'est le cœur lourd que je dois vous annoncer qu'une équipe d'experts internationaux a définitivement confirmé que le débris de l'avion trouvé sur l'île de la Réunion provient bien du MH370, a déclaré Najib Razak. Nous avons maintenant la preuve physique que le vol MH370 est terminé de manière tragique dans le sud de l'océan Indien, a ajouté le dirigeant malaisien. Mais quelques minutes plus tard à Paris, la justice française a été moins affirmative. Elle a parlé de très fortes présomptions. Des présomptions basées sur le fait que le constructeur Boeing a confirmé que le flaperon provenait bien d'un 777 et sur la documentation technique communiquée par la compagnie Malaysia Airlines. Il a été permis d'effectuer un rapprochement entre la pièce examinée par l'expert et le flaperon du Boeing 777 du vol MH370. Ces très fortes présomptions seront à confirmer par des analyses complémentaires qui débuteront dès demain. Le Boeing 777 du vol MH370 effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. Il avait brusquement changé de cap 1 heure après le décollage et cessé tout contact avec les contrôleurs aériens. Sa trace s'était perdue au-dessus de l'océan Indien. Toujours à l'étranger, la température monte en Turquie et dans l'est de l'Europe. Une canicule qui a atteint jusqu'à 50 degrés à Adana dans le sud du pays. L'Europe n'est pas épargnée par cette vague de chaleur, notamment la Pologne dans le sud-ouest pourrait atteindre le seuil de 40 degrés samedi prochain. Reportage avec Euronews.
Plusieurs pays font face actuellement à des températures caniculaires. En Turquie notamment, le mercure aurait atteint les 50 degrés à Adana dans le sud, là où les températures sont habituellement les plus chaudes. Dans les autres villes de la région comme Urfa ou Antalya, on est plus proche des 40 degrés. Les habitants tentent de se rafraîchir autant que possible. Ces hommes ont trouvé un peu d'ombre. Ils souffrent de cette canicule. On essaye d'échapper à la chaleur, dit cet homme. Nous restons ici 1 ou 2 heures. Cette chaleur est très gênante, ajoute ce Turc. L'Europe n'est pas épargnée par cette canicule, notamment la Pologne, où les météorologues annoncent des températures proches de 40 degrés samedi dans le sud-ouest du pays. Les personnes âgées et les enfants en bas âge sont les plus vulnérables face à de telles chaleurs. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Décès de l'ancien ministre des Finances, Henri Bazin. Pour l'ancien Premier ministre Gérald Latortue, Haïti perd l'un de ses fils les plus qualifiés et les plus intègres. Le président de la République, Michel Martelly, le présente en modèle à la jeunesse du pays. Dans l'actualité aussi, la fusion des sociodémocrates haïtiens demande à ses 3 membres appartenant au gouvernement Paul de démissionner en signe de protestation contre les dérives du président Martelly, notamment les injures proférées contre une citoyenne à Miragouane le 29 juillet dernier. Dans l'actualité, toujours, les candidats à la présidence de plus en plus nombreux à rejeter les résultats du sondage du BRID sur les intentions de vote concernant la présidentielle. Jean-Henri Séan dénonce une manipulation de l'opinion publique. Le ministre de la Justice appelle les commissaires de gouvernement et les juges de paix du pays appelés à travailler en toute impartialité le 9 août prochain. Les tribunaux ouvriront leurs portes de 6h à 18h dimanche. Élection sécurité, la frontière haïtiano-dominicaine sera fermée samedi 8 août à compter de 18h jusqu'à dimanche. Les activités y reprendront lundi 10 août, 6h du matin. À l'étranger, 25 morts et 200 disparus. Bilan du naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Libye. 400 personnes ont été secourues. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.